Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un énorme book haul. Voilà. Donc ici on va regarder des livres neufs et des livres d'occasion que j'ai achetés sur Le Bon Coin Vinted. Certes, je ne suis pas satisfaite du tout de tout ce que j'ai pris là dans cette... Enfin, il y en a certains qui sont en bon état. D'autres, franchement, je suis très déçue, donc je vais arrêter d'acheter d'occasion quand je ne vois pas. Quand je peux aller me déplacer voir chez, par exemple, Delica, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus, enfin les magasins, là j'irai. Ah mais attends, j'ai pas arrêté la vidéo quoi. Là j'irai, mais sinon non. Parce que c'est vraiment... J'ai déjà raconté mes aventures, je vais pas me répéter, je pense, dans chacune de ces vidéos, mais en tout cas, on n'est pas toujours d'accord sur l'état des livres que l'on achète et que les gens mettent en vente et qui disent que c'est un très bon état et ça ne l'est pas. Bon. Vous savez que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc en bas de la vidéo, vous avez... le timing, vous pouvez appuyer sur le temps que vous désirez pour passer à un autre bouquin si vous voulez pas écouter le 4e de couverture. Moi en revanche, je vais vous présenter 4e de couverture, je vais vous lire ce qu'il y a. Et il faut savoir qu'ici, il y en a des poches comme des brochets et des livres neufs. Bon, on va commencer par du neuf déjà. Et en même temps, on va faire les anciens parce que tout simplement, il y a une partie qui va ensemble. Si je le trouve, il est où ce livre? J'ai continué à acheter donc Stéphane Bern. J'ai racheté ces deux-là parce que j'en avais... En fait, j'ai le 2, 3, mais j'ai pas le 1 ni le 4. Le 4, il vient de sortir, hein, c'est tout nouveau. Donc, les pourquoi de l'histoire, ces petites histoires qui font les grands mystères. C'est le numéro 1 qui me manquait et que je vais d'ailleurs commencer à lire parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il a écrit. Donc, il y a 300 pages ici environ. C'est aux éditions J'ai lu, donc Documents, une collection Documents. Et précédemment, c'était chez qui? Albin Michel. Donc ici, savez-vous pourquoi Jésus n'est pas né en l'an 0? Pourquoi en 1582 nous sommes passés du 9 au 20 décembre en une seule nuit? Pourquoi Henri IV s'est fait sacrer le roi à Chartres? Pourquoi Bonaparte a lancé l'expédition d'Égypte? Pourquoi il y a plusieurs prétendants au trône de France? Pourquoi le FBI doit sa fondation au petit-neveu de Napoléon? Pourquoi la Première Guerre mondiale n'est pas la première? Ou pourquoi le président de la République française porte aussi le titre de coprince? Autant de questions auxquelles Stéphane Bern, pour qui l'histoire n'a pas de secret, apporte des réponses dans ce petit livre aussi ludique et surprenant qu'instructif. Moi j'adore comment il parle, comment il raconte, c'est vraiment très passionnant, intéressant ce qu'il raconte parce qu'on voit bien qu'il est passionné par l'histoire, parce qu'il nous présente sa manière de parler, j'adore. Donc, très apprécié du grand public, Stéphane Bern incarne plus que quiconque l'amour du patrimoine culturel et l'histoire français, qu'il défend, honore et partage avec une passion et une sincérité inégalée. Il présente plusieurs émissions portant sur l'histoire et la culture à la radio comme à la télévision. Voilà, donc c'est là même ce qui est marqué tout au bout, tout à la fin. Donc ici nous avons les pourquoi de l'histoire 4, donc les petites histoires qui font des grands mystères. Et là nous sommes aussi environ à 300 pages, un petit peu moins. Donc, pourquoi Anne de Bretagne a-t-elle été couronnée reine de France par 2 fois? Pourquoi Mazarin a-t-il failli dormir sur la paille? Pourquoi dit-on en voiture Simone? Pourquoi François Ier dut-il employer la ruse pour conquérir la belle Françoise 2 fois? 2 fois? 2 fois. Pourquoi le drapeau américain se compose-t-il de 13 bandes horizontales? Pourquoi les rois de Sicile ont-ils été normands? Pourquoi le radeau de la Méduse fit-il scandale? Pourquoi dit-on que Paris vaut bien une messe? Dans ce nouveau tome de Pourquoi de l'histoire, Stéphane Bern dévoile avec passion 100 nouveaux mystères aussi étonnants que captivants. J'aime beaucoup lui aussi, Pierre Bellemare, mais Pierre Bellemare, bon, ça va plus dans tout ce qui est vrai, mais glauque, hein, mais ça reste une partie... Enfin, pas vraiment histoire, mais comment dire, c'était dans la vie, enfin, c'est de la vraie vie
Là, c'est de l'histoire aussi vraie, mais très ancienne. Et j'aime beaucoup ces deux auteurs. Je trouve qu'ils parlent très bien. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que Stéphane Bern va nous sortir encore des livres de ce style. Et j'espère que je vais tout autant apprécier. Celui-ci, il était sorti en 2018. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas combien il y en a encore. Ce serait bien une dizaine comme ça serait pas mal. Voilà, dans les nouveaux livres encore, j'ai pris Anne Icare. Il y en a beaucoup qui connaissent pas du tout cette autrice. Moi, j'adore cette écrivaine. J'ai lu, en fait, je crois que ça s'appelait Les Lettres de Washington, et je vous ai fait déjà un avis sur cette lecture. Donc, il y a un petit point de lecture que vous pouvez aller voir. Je vais vous mettre ici un petit i. Là, c'était le livre d'occasion que j'ai acheté, parce qu'en fait, je ne le trouve nulle part, neuf. Et ça, c'était 2,9. Celui-ci en neuf, il n'y a que format broché. Moi, je voulais tout en format poche. Je ne savais pas qu'il était si fin. Et pas très bon état. Hein. C'était marqué très bon état, mais alors qu'on voit bien ici la pliure, les taches. Enfin, elle a même pas nettoyé son livre. Il n'est pas terrible, terrible, hein, mais bon. Enfin, je veux dire, en bon état, ça passe, mais ne dis pas que c'est un très bon état. Donc ici, en plus, il est plié, hein, les pages, elles sont pliées. Ouais, je suis vraiment dégoûtée, et puis les gens sont de mauvaise foi. J'en ai commandé 2 livres et mon ami qu'un, il me dit, et j'ai payé pour 2, il m'a dit comment ça se fait, c'est pas possible, j'en ai envoyé 2. Je sais pas comment c'est possible, si tu envoies 2 et il y en a qu'un qui est là. Donc ici, nous avons même pas un peu plus de 100, même pas 120 pages, 119. Donc Lily en diagonale, je crois qu'en fait c'est une saga de 3. Voilà, c'est ça. C'est une saga de 3, il me semble. Et Les Lettres de Washington, c'est un autre livre. Mais moi, j'aime beaucoup comment elle écrit, donc je pense que je vais garder ces bouquins. On verra celle-là, si je vais aimer. Mais en tout cas, ça me parle. Donc, ils sont frères et sœurs, ils sont inséparables. Son grand frère, c'est son héros, qui veille sur ses nuits. Et puis un jour, sa mère lui explique que son grand frère a besoin de plus d'attention, de plus d'amour. Elle n'est qu'une enfant, elle n'a pas remarqué les mots qui butent contre les lèvres. Hein. La démarche chaotique, son monde s'écroule. Alors elle l'aimera encore plus, frères et sœurs ensemble et seuls contre le monde. Je pense que ça va être très très triste. Donc cet ouvrage a reçu le prix des lycéennes, Fondation Prince Pierre de Monaco. Et question de femme, on a ici un avis. Donc c'est un livre salvateur, rare, nécessaire, qu'il faut lire et offrir autour de soi. Un récit émouvant, mais jamais triste, lumineux, souvent drôle et surtout d'une infinie tendresse. Écoutez, très hâte, c'est un récit en fait. Et donc c'est pas du tout une saga, moi j'avais entendu que c'était une saga, je ne sais pas, c'est peut-être des livres différents finalement. Puis donc je pense que c'est celui-ci qui vient avant, donc c'est... si j'ai une bonne mémoire, donc c'est un peu dans la tristesse quand même ces bouquins, les Lettres de Washington aussi, mais j'ai beaucoup aimé quand même, c'était assez sympathique à lire, hein, mais je pense que c'est aussi grâce au fait que je ne suis pas en pleurs grâce à mes cachets que je prends antidépresseurs contre la dépression. Donc 306 pages ici. Violette, digne fille de la joyeuse et féminine tribu Balaguer, décide de revenir s'installer à Toulouse, avec fils et mari. Quitter Paris, retrouver ses racines, sa grand-mère, sa mère, ses tantes adorées. Raviver le sens familial du burlesque, les souvenirs, les rires, les peines, les obstacles, les blessures, les silences et les absences aussi. Et il va lui falloir faire preuve de ruse et de malice pour soutirer à ces femmes qu'elle aime l'information essentielle à son bonheur, son nom et donc celui de son père. Ah, une saga réjouissante. Ah, mais il y a encore un livre qui me manque. Ah, mais c'est ça. Donc en fait, saga, c'est dans la même série, donc c'est ce que je peux te dire d'elle. Ah là, une que j'ai oubliée, bah je vais la chercher. Donc ici, une saga réjouissante, c'est Avis de Avantage Elsa Margot. Et grâce à une galerie de portraits subtils, on plonge avec bonheur dans cette saga familiale très émouvante. Maxi. Et également chez Pocket, donc Lily en diagonale, prix des lycéennes de Fondation, ce que je peux dire d'elle, prix du premier roman, Méo Camusé. Peut-être que c'est l'autre qui est tout premier, ça doit être le deuxième. Donc ça, c'est un récit, on va voir si je vais le garder ou pas. Si c'est trop tristouné, non. Mais ici, il faut que j'en achète. Alors, encore un. Je pense que je vais l'acheter en neuf parce que du coup, que tout soit dans le même, dans le même style en fait. Hein. Le temps des lilas. Le temps de lilas. Donc ici, nous sommes à peu près 300 pages. C'est pas super... Enfin, c'est assez aéré, mais c'est un peu quand même
Un tout petit, hein, c'est marqué. Donc le temps des lilas. Le temps de Lila, assise sur le rebord de sa baignoire, Garance fixe le tube bleu et blanc. Le test est formel. Elle est enceinte. Dilemme. Elle qui a grandi sans mère peut-elle imposer à cet enfant de naître sans père? Faire un bébé toute seule? Dans la joyeuse tribu balaguère, presque dépourvue d'hommes, ce ne serait pas une première. Mais combien de malentendus, de déchirements? Blanche pourrait en témoigner si ces pertes de mémoire ne venaient pas inquiéter toute la famille. Chez ces couturières de génie, on sait pourtant que les saisons passent, que le printemps revient, et le temps de lilas. Donc, délicieuse saga dans ce bouquet final plein de tourments et d'espérance. Les femmes célèbrent la vie et ses surprises, un bonheur de lecture. Donc, version féminin. Cet ouvrage a reçu le prix de l'Académie des lettres, arts et sciences du Languedoc. Écoutez, il faut que je trouve le premier. Voilà, ensuite, on va passer à tout ce qui est, n'est pas poche, mais acheté chez Occasion. Donc, acheté à Occasion. Donc ça, j'ai acheté chez Sur le Bon Coin. Là, c'est un très très bon état. Hein. Franchement, c'est génial. On peut même dire que c'est neuf. Je sais même pas s'il a été lu, ce livre, mais génial. En fait, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je l'avais mis dans ma wishlist. Je l'ai vu chez Auchan, il était emballé et tout ça, je pouvais même pas le voir. Donc j'avais envie parce que vous savez, moi et les lettres et tout ça, j'adore. Donc ça m'a un petit peu attirée et je vous avoue que la couverture m'a donné encore plus envie que le résumé. Donc c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais enfin j'espère que ça va me plaire quand même. Hein. Donc le livre de raison, c'est un roman de Jacques Attali aux éditions Fayard. Et il n'est pas très très long, hein. Il est assez aéré, il est à même pas 250 pages. J'aime beaucoup quand il y a les arbres généalogiques au début ou à la fin, tout simplement parce que ça nous permet de nous repérer dans le livre et de ne pas nous perdre. Donc chez les Chardin, au seuil de la mort, il est de coutume d'adresser une lettre à ses enfants, à la fois bilan et l'héritage, transmettant les secrets de famille. Ces lettres forment un livre de raison qui raconte l'histoire de la lignée. Non. Je me suis trompée. Le résumé me faisait autant envie que la couverture. L'aïeul, Kléber Chardin, héritier de vigneron de la vallée du Rhône, amorce l'ascension sociale qui se poursuit à Lyon par des stratégies d'alliance avec l'industrie de la soie. De leur arrière-grand-père, François et Paul Chardin ont hérité des yeux bleus délavés, d'une fortune considérable, et de sept mystérieux tableaux de maîtres qu'ils n'ont jamais vus. Durant la Seconde Guerre mondiale, les deux frères font des choix radicalement opposés. L'un, devenu athée, communiste et résistant, a épousé une juive qui va être internée à Auschwitz avec leurs deux enfants, avec leurs deux fils, tandis que l'autre poursuit une très brillante carrière de violoniste international tout en collaborant à Vichy. Dans les années 2020, Pierre Abdul et Sophie Lian, grevés par le poids de la transmission, chercheront à reconstituer l'histoire de leur famille en croisant les fragments de vérité présents dans les lettres de raison qu'ils ont chacun reçues. Comment vont-ils se libérer de leur passé? Je pense que ça va être assez costaud comme bouquin, un peu lourd, mais je pense que ça va être super sympa. De Condrio à Auschwitz et Jérusalem, en passant par Paris, Grignan, Saint-Malo, Londres, New York, Shanghai et Hong Kong, voici l'histoire passionnante d'une famille aux alliances internationales déchirées par des valeurs contradictoires, dont la destinée de ses membres peut se lire comme une manière de raconter l'histoire et l'avenir de la France. On n'est même pas à moitié, il est déjà 14 minutes passées. Je suis désolée, je suis un petit peu lente. Hein. Donc, Barbara Abel, Les Fêlures. Pareil, comme neuf, hein, franchement, Occasion, Le Bon Coin, en très très bon état. Je l'ai eu à 8 € au lieu de 20, et celui-ci, je crois que je l'ai eu à 10 € au lieu de 19. Enfin, c'est vraiment... La seule chose, c'est que vous payez à chaque fois les frais de port, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir les frais de port à 0,99 centimes parce que Le Bon Coin, il fait souvent, enfin, peut-être une à deux fois, tous les 3-4 mois, les offres avec Mondial Relais à 99 centimes les envois, c'est génial, c'est vraiment très pratique. Donc ici, nous sommes à 420 pages. Barbara Abel, je ne connais pas du tout cette autrice, mais j'ai déjà acheté son livre de poche.
avec un enfant sur la couverture, une petite fille, je sais plus, mais enfin ça m'a attiré de dingue, je sais pas, le thriller il a l'air vraiment sympa. Et j'avais envie de prendre celui-ci, bon je sais pas voulu atteindre le poche, on verra bien. Donc c'est aux éditions Plomb. Qui est le véritable meurtrier d'un être qui se suicide? Lui, sans doute, et puis tous les autres aussi. Quand Roxane ouvre les yeux, elle sait que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Martin et elle formaient un couple fusionnel, et puis un matin, on les a retrouvés dans leur lit suicidés. Si Roxane s'est réveillée, Martin, lui, n'a pas eu sa chance, ou sa malchance. Comment expliquer la folie de leurs gestes? Comment justifier la terrible décision qu'ils ont prise? Roxane va devoir s'expliquer devant ses proches, ceux de Martin, et bientôt devant la police, car ce suicide, un parti raté, ne serait-il pas en réalité un meurtre parfait? Que savons-nous réellement de ce qui se passe au sein d'un couple, au sein d'une famille? Que savons-nous des faits lourds de chacun? Née en 1969, Barbara Abel vit à Bruxelles. Pour son premier roman L'instinct maternel, Le Masque 2002, elle a reçu le prix du roman policier de Festival de Cognac. Aujourd'hui, ses livres sont adaptés à la télévision, au cinéma et traduits dans plusieurs langues. Le film Duel, adapté de son roman Derrière la haine, a reçu 9 Magritte du cinéma en 2020 et en cours de remake aux États-Unis avec Jessica Chastain et Anne Hathaway dans les rôles principaux. Les Faits lourds est son 14e roman. Bah écoutez, à lire, à voir si je vais aimer ou pas. Celui-ci donc pareil, ça c'était chez... C'était Occasion, je crois que c'était sur Vinted que j'ai acheté. Regardez-moi ça en très bon état. Il y a du scotch qui est collé là, je ne vois pas où il est le très bon état, hein, mais bon. Ok. Et là, franchement, j'ai jamais vu des livres avec le police aussi gros. C'est énorme. Il faut dire que ça va se lire vite, je pense. C'est là comment c'est écrit gros. Nous sommes à 387 pages. Grosse page. Donc, Les parfums d'Iris de Florence Roche. Aux éditions Libra Diffusio, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Donc, dans sa modeste officine, Hippolyte a transmis beaucoup de son savoir des plantes à sa fille Iris. Mais rien de son passé ni de ses secrets. Qu'est-ce qui lui vaut d'être empoisonné ce jour de juillet 1965? En danger, elle aussi, la jeune fille doit fuir sous une nouvelle identité. À l'Institut des parfumeurs d'Aix-en-Provence, Iris étudie l'art subtil des fragrances. Douée, passionnée, elle s'initie nuit et jour aux exigences du métier de nez. Lors de son apprentissage, elle rencontre Armand, issu de la prestigieuse lignée de parfumeurs d'Orient. Son charme puissant opère sur elle immédiatement. Pourtant, elle n'a pas oublié les derniers mots de son père. Part très loin et n'approche jamais la famille d'Orient. Un roman au parfum envoûtant auquel se mêlent les notes troubles d'une famille à l'histoire pleine d'ombre. En fait, on pourrait dire que c'est un jeu de mots, les parfums d'Iris, parce qu'il y a des parfums qui sont avec l'odorat de Iris, et puis Iris, le prénom de la fille. Bon, à voir. Ça m'a l'air assez sympathique, mais j'espère que ça va pas ressembler à un deux livres que j'ai déjà lu, qui est assez dans l'état ancien, qui parle aussi des familles qui s'entendaient pas. Bon, ça, je sais pas, mais on verra bien. Ensuite, j'ai pris et je me suis mais vraiment plantée en fait. On a un livre, Barignan, de Henri Troyat, La lumière des justes. Et ben, en fait, c'est une saga. Il faut au moins que j'en ai le premier, parce que là, c'est le deuxième déjà, et je sais pas comment je vais lire. Donc, j'en ai acheté un autre. Et j'ai pensé que c'était un autre, mais en fait, c'est juste une autre couverture, mais c'est toujours le même. Hein. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'ils n'ont pas la même épaisseur. Ça, je comprends pas pourquoi. C'est le même nombre de pages, il me semble. Mais peut-être c'est le papier qui fait ça. Parce qu'au niveau des pages, nous sommes à 374. Et là, c'est pareil, nous sommes à 374. Mais par contre, là, c'est vraiment très très vieux. Hein. Et ici, on est un peu plus récent. Donc c'est peut-être l'édition justement qui change là. Mais on est toujours chez Gélou. Là, c'est 1959. Je pense que ça a été réimprimé
à 1991. Et là, c'est resté à 1959 à mon avis. Non, imprimé en 1968 ou 59, je sais pas. Donc c'est assez ancien. Donc ici, par contre, on n'a pas le même descriptif. Hein. Donc Henri Troya, né à Moscou en 1911, il est arrivé en France en 1920 et est devenu l'un des plus grands écrivains français. Il loue à l'Académie française en 1959. Il a publié entre autres plusieurs romans cycles. La lumière des justes, les Héritières, le Moscovite. Les éditions Gélou ont vendu plus de 10 millions d'exemplaires de ces livres. Donc la belle et ardente Sophie, jeune aristocrate française aux idées républicaines, est devenue la Barina, l'épouse du Barine, du seigneur russe Nicolas Ozarev qu'elle a suivi dans son pays. Indignée par l'injustice de certaines coutumes russes, elle n'hésite pas à affronter son beau-père, hallucinante figure de vieillard despotique, mais qui finit par céder au charme de la jeune parisienne au point de jalouser son propre fils. Dévouée à tous, Sophie apprend à lire au petit moujik Nikita, qu'il adore en secret. Mais est-elle assez attentive aux sentiments que Nicolas désœuvrait sans naître en lui pour la belle Daria Filipovna? Voilà, ici c'est marqué que c'est dans ce deuxième volume qui peut se lire comme un roman séparé, La belle et ardente Sophie, jeune aristocrate, et on reprend la même chose qui est ici. Écoutez, je vais peut-être lire séparément, on verra bien si j'aime. Et si j'aime, bah, j'en achèterai le premier et les autres. Si je n'aime pas, c'est dommage. C'est bizarre ça. Regardez-moi ça. J'ai lu. Et là, 274, 275. Ok. Pour ça. Ensuite, bah, on va rester dans les livres anciens. Hein. J'ai pris pas mal de Robert Sabatier. Voilà. Celui-ci, donc, Le Cygne Noir. Ça, j'avoue que c'est un très très bon état occasion parce que c'est un vieux livre hein, quand même. Hein. Donc, nous sommes ici à même pas 200 pages. Livre de poche. Je vais voir aussi si j'apprécie, je vais garder. Si j'apprécie pas, je le vendrai. Donc, laid comme un singe, un pou, une chenille. Ainsi, sa propre mère, actrice célèbre et indifférente, juge-t-elle le héros de ce livre. Quant au père, il n'y en a pas eu. Tout au plus un, donneur de sémences, passager et oublié. Eh ben, c'est pourtant vers ce père dont il croit un jour retrouver la piste que va se tourner Pierre Laurence, au sortir d'une enfance dorée et solitaire au bord du lac Léman. Des églises et des musées de toute l'Europe où il cherche en vain le reflet qui ennoblerait sa laideur, sa quête le mènera à Paris, puis dans le Perche, où après bien des surprises, il découvrira qu'il n'est pas autant qu'il le croyait indigne d'être aimé. Avec pudeur et humour, aux antipodes de tout pathétique facile, le romancier des années secrètes de la vie d'un homme nous livre ici, au gré d'une intrigue fertile, un rebondissement, une émouvante méditation sur la solitude humaine, le besoin et la crainte que nous éprouvons tous du regard des autres. Je sais pas, au niveau de vocabulaire, ça me paraît, je vous avoue, assez compliqué parce que bon, c'est pas ma langue maternelle, on verra bien. Donc ici, nous avons la vie de Patrice Delbourg, l'événement du jeudi. Il y a aussi le Sabatier, désarçonné, fragile, solitaire, qui joue à cache-cache avec le temps, un trompe-l'œil et l'amour en fuite. C'est dans ce registre émouvant qu'est voulu le Cygne Noir. À lire, on verra. Et puis Sabatier, d'autres livres que j'ai pris. Donc j'ai pris en fait les 4 livres de son... Enfin, je sais pas si on dit saga ou... Voilà, donc c'est ces 4 livres aux éditions Livres de Poche. Donc ici nous avons Les Allumettes Suédoises, Les Noisettes Sauvages et 3 sucettes à la menthe ainsi que Les Filles Chantantes. Tout simplement, j'ai commencé à faire cette collection parce qu'on avait un livre de lui, donc Les Noisettes Sauvages. Je me suis dit, je vais lire dès le départ. Hein, donc le début de ces romans, c'est... donc ce sont tous les 4 romans et on commence par Les Allumettes Suédoises. Pareil, j'ai pris d'occasion. 282 pages. Sur les pentes de Montmartre, un enfant de 10 ans, Olivier, erre le jour et aussi la nuit dans ce vieux quartier de Paris du début des années 30. Sa mère, la belle Mercière, vient de mourir et il vit en partie chez le jeune couple formé par ses cousins Jean et Élodie, mais surtout dans les rues de ce temps-là, vivantes, souriantes, animées.
C'est là qu'il rencontre une multitude de personnages populaires qui vivent et se croisent sous son regard vif, émerveillé, parfois mélancolique. Soumise à toutes sortes d'influences, cet enfant verra peu à peu la féerie des rues effacer, sa peine et sa solitude. C'est une ville inattendue qui apparaît alors un Paris différent de celui que nous connaissons, des coutumes changées, une autre manière de vivre, merveilleusement plein de fraîcheur et de charme, de tendresse et d'humour. Les Allumettes suédoises est un des plus grands succès de ces dernières années. On verra. On verra si je vais aimer. Donc le deuxième, c'est Les Noisettes sauvages. Je pense que je vous en ai déjà parlé. J'ai trouvé ce livre aux encombrants. Je vous laisserai la vidéo ici des livres à trouver aux encombrants si vous êtes intéressés. Pareil, Robert Sabatier, Les Noisettes sauvages. Bon, celui-ci, il est en vraiment très mauvais état. Il a été mordu. Je ne sais pas qui c'est qui l'a mangé, qui avait faim. 284 pages. Donc, Olivier, le petit garçon des Allumettes suédoises et des 3 sucettes à la menthe, arrive à Sog, porte du Gévaudan. Là, il rejoint les siens, le Pépé, Maréchal Ferrand, la Mémé, leur fils Victor. Dans ce pays grandiose, chaque instant d'Olivier lui apporte une découverte, un émerveillement. Qui sont-ils, ces paysans farouches, ces artisans appliqués, ces pâtres pleins de mystérieuses connaissances? Olivier les découvre dans leur existence réelle. Et il y a les originaux, les innocents, les joyeux drilles, et surtout le grand-père. Dans Les Noisettes sauvages, Robert Sabatier a mis toute la tendresse qui porte en lui. Rarement nature et enfance sont apparus dans une telle luminosité. Tantôt drôle, joyeux, tantôt émouvant, poignant, pathétique, ce roman si riche de faits frais offre une rare fraîcheur, une délicieuse poésie. Donc je pense que là, c'est le troisième et c'est celui-ci qui est le deuxième. Je me suis un petit peu... Non, c'est celui-ci qui est le deuxième. Je me suis un petit peu trompée. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est Les Noisettes sauvages. Bon, ça fait au moins 3 heures que je suis en train de filmer les vidéos. Je suis désolée si je fais quelques erreurs quand je lis. C'est le deuxième, comme je vous ai déjà dit. Et Les Noisettes sauvages, ça va être le troisième. Et je vais pas le relire, vous saurez. Donc ça aussi, c'est de l'occasion. On le voit bien. 99 centimes, je l'ai payé. Il faut que j'enlève d'ailleurs cette étiquette. Et il a été... Enfin, il est même pas à 300 pages non plus. En fait, je crois qu'ils sont tous à peu près au même niveau de pagination. Donc Olivier, le petit garçon des Allumettes suédoises, a quitté sa chère rue là-bas pour aller vivre chez son oncle, autant dire pour l'enfant changer de planète. L'univers bourgeois, l'appartement cossu, la vie mondaine des Rousseau le surprennent et le déconcertent. Olivier s'intègre difficilement, mais ainsi va la vie, et bientôt il s'apercevra que sa curiosité est sans cesse mise en éveil. Qui est vraiment l'oncle Henri? Et la tante Victoria? Il y a aussi les cousins, les deux bonnes, et comme on reçoit beaucoup, toute une foule de personnages cocasses, grandioses ou ridicules. Et puis, et surtout, les rues de Paris, le canal Saint-Martin, les étonnants grands boulevards, leurs passages mystérieux, leur théâtre, leur cinéma, leur musical. 3 sucettes à la menthe, merveilleuse suite des Allumettes sauvages. Voilà, fatigué. Les Allumettes sauvages. Alors là, celle-là, il fallait le faire. Hein. Des Allumettes suédoises ressuscite une manière de vivre. 1000 faits oubliés, toute une fête de la vie qui apparaît de page en page dans un univers de vérité et de poésie. Désolée. Donc voilà, je vais les mettre dans l'ordre et je vais les lire dans l'ordre et j'espère que je vais apprécier. Après tout, si j'apprécie pas, tant pis, je vais les vendre. En tout cas, il y aura une collection complète. Vous voyez, ils sont de couleurs, ces tranches. Et donc, le dernier, donc c'est celui-ci, pareil, je pense qu'on va être sur même pas 300 pages. Bon, parfait état aussi, vous voyez, il est quand même assez, bon, il est un petit peu abîmé. Donc, Les Fillettes chantantes. Pareil, toujours, on est, Olivier, le petit garçon des Allumettes suédoises, et de 3 sucettes à la menthe et des noisettes sauvages, a grandi. Au début des Fillettes chantantes, il a 16 ans et est devenu apprenti imprimeur. Il découvre l'amour, Paris et les vacances en Touraine où l'on boit le vin rosé dans Les Fillettes chantantes. On le verra jouer à l'étudiant, au quartier latin, au noctambule à Montparnasse, au chevalier servant à la gare de l'Est, au flâneur dans l'île Saint-Louis, au quartier juif de la rue des Rosiers, à Montmartre ou sur les grands boulevards. Il se cultive sans le savoir. Son ami Samuel, étudiant en chimie, lui ouvre des horizons neufs.
Ce roman qui fait revivre un monde difficile situé à un tournant de l'histoire est aussi une fête de l'adolescence avec ses inquiétudes, ses contradictions, ses exaltations, sa joie. Les fillettes chantantes, tout le charme, la gaieté, la tendresse de Robert Sabatier. Écoutez, on verra bien, il y a des classiques aussi que l'on peut ne pas aimer, on verra si je vais aimer celui-là ou pas. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est surtout le fait d'être à Paris, de visiter les quartiers, etc. Comme je connais assez bien Paris et j'adore cette ville, et ben ça me permettra d'y replonger avec un bouquin. Ensuite, on reste dans tout ce qui est occasion. Ça, c'était un très bon état pour vous dire. Vinted, absolument pas bon état. Pas très bon état en tout cas. Hein. Attendez, il est moisi le livre. Hein. Je l'ai reçu moisi. Tu dis pas ça en très bon état quand même. Ou alors tu penses le dire en très bon état, mais tu dis qu'il a été moisi. Enfin, je sais pas. Heureusement, il n'a pas d'odeur, mais quand même, je l'aurais pas pris. Donc Juliette Benzoni, je découvre aussi cette autrice. J'ai déjà acheté le livre d'elle, un ou deux, je sais plus. Concernant pareil, ça parle un petit peu des trésors, je crois. Moi, j'adore des livres qui parlent des trésors, des livres qui parlent de livres, de la généalogie, de lettres. Enfin, moi, j'adore tout ça. Ça parle un petit peu de la paperasse, les secrets de famille, mais pas douloureux, mais plutôt les secrets enfouis, intéressants, un peu fantômes, etc. Enfin, j'adore ça. Donc celui-ci, Juliette Benzoni, La perle de l'empereur, aux éditions Pocket. Nous sommes ici à un peu plus, environ à 600 pages. Hein. Donc, certains des joyaux de la couronne de France sont auréolés de légendes bien ténébreuses. C'est le cas de cette énorme perle sertie de diamants appelée la Régente. Depuis que Napoléon Ier l'offrit à sa seconde épouse, Marie-Louise, le beau bijou n'a cessé de faire couler le sang, de causer damnation et malheur à ses propriétaires. Lorsque, un soir de 1920, une mystérieuse tzigane confie la perle au prince Morosini, un célèbre antiquaire de Venise, la vie du gentilhomme bascule dans le crime et le déshonneur. Pourtant, loin de prendre la fuite, le prince mène l'enquête. Sa fascination pour la régente grandissant un peu plus chaque jour et amenant son cortège de sombres figures, comtesse des Choufs, Maharaja sanguinaire et surtout sur Napoléon X, qui signe d'une énigmatique carte de visite tous les désordres occasionnés par le bijou maudit. Une nouvelle aventure du prince antiquaire vénitien Aldo Morosini, héros de la série Le Boiteux de Varsovie des Émeraudes du Prophète. D'ailleurs, je les ai vus, ces deux livres, justement dans le magasin d'occasion, je vais y retourner. Mais il me semble que c'était des formats brochés. Et donc, du coup, ça doit être le troisième. Bon, on verra si je peux le lire comme ça sans forcément lire les autres. On verra déjà si j'apprécie, parce qu'en tout cas, ce livre, je ne pense pas le garder. Je vais le mettre en état satisfaisant, avec tous les détails qui en découlent, et que les gens, s'ils veulent, ils l'achètent. S'ils ne veulent pas, ils ne l'achètent pas. Mais moi, en tout cas, je ne pense pas le garder, parce que je n'aime pas les livres dans cet état-là. Donc, on va passer assez rapidement à la lecture. Ensuite, dans les livres d'occasion, plutôt en très bon état, et Pierre Bellemare, je vous avoue que c'est assez difficile à le trouver actuellement, parce qu'il est plus réédité, il me semble. Voilà, j'ai trouvé celui-ci, donc Bellemare, à Marie-Thérèse Cuny et Jean-Marc Épinou, Les Amants Diaboliques, 55 récits passionnément mortels. C'était un livre offert, et je pense que je vais le garder parce qu'il est plutôt en très bon état, et j'aime beaucoup ce qu'écrit Pierre Bellemare, j'adore. Bon, il est en bon état, mais il y a quand même quelques jaunissements sur les pages, mais pas très méchants. Alors ici, nous sommes à environ à 400 pages. De tous les sentiments humains, l'amour est sans doute le plus noble, mais aussi le plus fort. Protecteur, généreux, bienveillant, il n'exige que la réciprocité. Mais trompé ou déçu, un amour peut devenir violent, passionnel et mortel. À partir de cette ambivalence, Pierre Bellemare, Marie-Thérèse Cuny et Jean-Marc Épinou ont écrit ces 55 histoires passionnantes et terrifiantes. Ainsi, une femme trompée se décide-t-elle à assassiner à petit feu son époux qui lui avait préféré une jeune fille? Une mère de famille dénonce-t-elle son mari des années après qu'il a assassiné leur enfant, alors qu'elle avait tué la vérité par amour? Sordide ou pathétique, mais souvent bouleversants, ces récits révèlent les aspects les plus noirs de la nature humaine. Ils témoignent aussi de l'extraordinaire talent de conteur de Pierre Bellemare qui retrouve ici ses fidèles complices.
Oui, oui. Assez glauque, mais je vais aimer, je pense. Ensuite, celui-ci, très bon état ou comme neuf, je sais plus ce qui était marqué. Et je ne vois pas ni très bon état ni comme neuf. Il est plié, il est. Enfin bon, je chipote parce que tout simplement, il faut pas marquer très bon état quand c'est bon état. Hein. C'est pas un très bon état. Je suis désolée, je l'aurais peut-être pris en bon état, mais très bon état, non. Il sent. Je ne sais pas pourquoi la personne en a mis du parfum partout sur le livre. C'est horrible. Ça pue. J'aime pas ce parfum en plus. Donc je vais le mettre dehors parce que j'ai déjà jeté le carton dans lequel il a été, mais ça sent toujours aussi mauvais. Donc je pense que je vais le mettre aéré parce que c'est insupportable, je sais pas comment je vais le lire. Donc Tana French, L'arbre du mal. Lyrique haletant imprévisible de Harlan Coben. C'est une référence pour moi quand même parce qu'il écrit très très bien. Mais c'est vrai que ça me fait aussi peur que Stephen King. Et je vais voir si je vais me lancer encore aussi dans Harlan Coben ou pas. Parce que j'en ai déjà lu un de ses bouquins et j'ai plutôt apprécié. Donc ici, on a aussi un avis de Stephen King, d'ailleurs, un thriller extraordinaire. Et elle, Tana French, est une manipulatrice hors pair. Waouh! Nous sommes à presque plus de 800 pages, donc c'est un gros pavé quand même. Donc la vie a toujours souri à Toby Hennessy, jusqu'au soir où tout bascule. Ce livre-là, pour vous dire, je l'ai vu aussi dans la librairie, il était dans ma wishlist et je l'ai vu sur le bon coin, je l'ai pris. Donc victime d'une violente agression à son domicile à Dublin, il en ressort traumatisé et souffrant d'amnésie. Il part alors se reconstruire à la maison Ollière. Une superbe villa familiale blottie dans un écrin de verdure. Cependant, à peine est-il arrivé qu'un mystérieux crâne est trouvé sur la propriété, dans le tronc de son orme favori. Des inspecteurs sont envoyés sur place, mais Toby ne résiste pas à l'envie de mener l'enquête. Alors que le suspect s'accumule, un secret de famille se dessine, mais sa mémoire altérée l'empêche d'en saisir pleinement les contours. Avec ce livre aussi envoûtant et horrifiant, Tana French interroge la notion de destin et ce que nous sommes prêts à risquer quand on ne sait plus exactement qui on est. Ah oui, elle m'a déjà manipulé dans le résumé. Donc aéré. Ensuite, très 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 déçue. J'ai eu des mésaventures avec ce livre. La personne pour moi elle était de mauvaise foi, mais peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, bah, peut-être pas, non. Elle a été sympa, elle m'a écrit bien, elle m'a envoyé bien comme il faut les photos, etc. Elle a tellement mal emballé, elle l'a mis juste dans un papier. Le papier était déchiré. Le livre est arrivé tout abîmé. On dirait qu'on a piétiné ce livre. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire pour qu'il soit dans cet état-là. J'étais dégoûtée. Et puis elle se plaignait que... Bon, et puis elle était pas contente, elle a dit qu'elle l'a envoyé neuf, mais bon, écoutez, je ne sais pas comment elle l'a envoyé. Si elle le dit qu'elle l'a envoyé neuf, il fallait bien le protéger. Donc du coup, c'est pas moi la coupable, je suis désolée. Donc Peter Mae, un alibi en beton, roman. Donc traduit de l'anglais par Ariane Bataille. Ah, aussi, il faisait partie de ma wishlist. L'intérieur, elle est en bon état, mais l'extérieur, elle est à pleurer, déplorable. 437 pages, donc aux éditions Rouergue. Je ne connais pas du tout ces éditions. Donc Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu'un promeneur a découvert son corps dans un lac asséché par la canicule de 2003, à proximité de la demeure de ses parents dans le Lot-et-Garonne. Étudiante à Bordeaux, elle travaillait pour une association d'aide à la réinsertion et y avait rencontré un ancien détenu charismatique, Régis Blanc, lequel est aujourd'hui incarcéré à Lannemezan pour le meurtre de 3 prostituées. Alors que le squelette de Lucie porte des stigmates rapprochant sa mort de celle de ces 3 femmes, Enzo MacLeod reprend l'enquête qui n'est jamais parvenu à confondre avec certitude le serial killer, protégé par un alibi en beton. Mais à son insu, l'obstiné écossais ouvre une boîte de Pandore qui non seulement ranime des fantômes depuis longtemps, endormis, mais place sa propre famille sous une incursible menace.
Donc Peter May est l'auteur de la célèbre trilogie écossaise L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lewis et Le braconnier du lac perdu. Il a situé dans l'Hexagone sa série d'assassins sans visage dont 6 autres titres sont déjà traduits en français. Le mort aux 4 tombeaux, Terreur dans les vignes, La trace du sang, L'île au rébut, 3 étoiles et un meurtre et La gardienne de Mona Lisa. Il y en a un qui me parle, je crois que c'est l'île au rébut, pardon, et peut-être l'île des chasseurs d'oiseaux. Mais les autres, bon, on verra. On verra. Celui-ci aussi faisait partie de mes livres dans la wishlist. Donc, Alice Fennet, parfois je mens. Derrière chaque mensonge se cache une part de vérité. Aux éditions Hauteville, j'aime beaucoup ces éditions-là. Le livre est arrivé en parfait état. Franchement, comment il était décrit. Hein. Donc ici, nous sommes à 330 pages. Je m'appelle Amber Reynolds. Il y a 3 choses que vous devez savoir à mon sujet. Je suis dans le coma. Mon mari ne m'aime plus, parfois je mens. Plongée dans le coma à la suite d'un terrible accident, Amber, 35 ans, est prisonnière de son corps dans une chambre d'hôpital. Elle ne peut plus ni parler ni bouger, mais elle entend tout. Elle n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Pourtant, quelque chose lui dit que son mari n'y est pas étranger. Si elle veut avoir une chance de s'en sortir vivante, elle a intérêt à aller vite, très vite, pour reconstituer le fil des événements et comprendre d'où vient la menace. Entre le présent, paralysé, la semaine qui a précédé l'accident et les extraits d'un journal intime d'adolescence, la quête de la vérité s'apparente à un puzzle machiavélique en 3 dimensions. Donc, un suspense phénoménal bientôt adapté en série, magistral et terriblement addictif, les 20 minutes, et puis bipolar aussi, la vie. Plus qu'un coup de cœur, un triple pontage. J'ai dévoré ce thriller à la construction impeccable, un premier roman machiavélique et sidérant. Ça me fait un peu penser au livre de... Je sais plus comment elle s'appelle, le prénom, mais le nom c'est Watson, il me semble. Et juste avant d'aller dormir. Ça me fait penser à ça. Bon, on verra. Puis, 2 derniers. Donc, celui-ci, il a été acheté tout simplement parce que j'ai acheté La Chasse avec, et bon, ça m'a tenté aussi. Et puis, je crois que c'est suédois. Parti. Non, je ne suis pas suédois. Je sais plus qu'est-ce qui m'a attiré là. Bon, on va voir. Ici, ça se passe dans les pays nordiques, donc je pense que c'est ça qui m'a un peu attiré. Donc, Sonia Delzongle, je connais pas cette autrice juste de nom. Donc, folio policier, thriller, boréal. Donc, comme vous pouvez constater, il n'y a quasiment que des thrillers. Hein. Un tout petit peu plus de 105 pages. Donc, ici, on a l'avis de Valérie Gans, Madame Figaro. Donc, Sonia Delzongle pousse là où l'on ne s'y attend pas les curseurs de la noirceur humaine. Réfrigérant et époustouflant. Bon, il y en a plein de rushs dans cette vidéo, c'est terrible. Donc, boréal, janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un œil énorme fixe le ciel. On peut y lire une peur intense. C'est ainsi que 6 scientifiques en mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un autre et encore un autre. Autour d'eux, des centaines de cadavres sont prisonniers du permafrost, devenu un immense cimetière. Pour comprendre cette hécatombe, le chef de la mission fait appel à une spécialiste, Luv Svendsen. Empêtré dans une vie privée compliquée et soulagé de pouvoir s'immerger dans le travail, Luv s'envole vers le Groenland. Ils sont maintenant 7 hommes et femmes isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition. Sonia Delzongle, donc née en 1967, a exercé le métier de journaliste pendant 6 ans, tout en commençant à écrire, riche de sa culture franco-slave et de sa passion pour le noir. C'est avec Dust, folio policier numéro 796, qu'elle fait une entrée remarquée dans le monde du thriller. Sonia Delzongle vit aujourd'hui à Lyon et se consacre à ses romans. Écoutez, on verra bien, mais en tout cas, ça me donne envie également de découvrir l'autrice et puis son roman. Et puis le tout dernier, on a fait le tour. Oh là là, c'était vraiment très très long. Je pense que la vidéo, elle a dû durer, pas 1 heure, mais 50 minutes facile. Hein. Donc ici, il n'y a pas de 4e de couverture. Philippe Kerr me
Metropolis, donc une enquête de Bernie Gunther. Donc Philippe Kerr a tracé une nouvelle voie dans le polar comme dans le roman historique. C'est l'avis de Le Monde et préface inédite de Dominique Manotti. C'est aux éditions Poche, Pocket, je pense que c'est Pocket, c'est Pocket, non? Aux éditions Point. Aux éditions Point. Et nous sommes ici, je pense, 400 pages, un truc comme ça. C'est ça, environ à 400 pages. Écoutez, ça m'a donné envie pareil, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai mis dans ma wishlist. Édition collector, tirage limité, c'est pas pour rien non plus que j'étais attirée, parce que j'ai beaucoup aimé cette édition collector. Là, je vous avoue que j'ai succombé à la couverture du livre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de descriptifs, mais une enquête, un thriller, voilà, ça donne envie. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolée, elle était extrêmement longue, ça m'a épuisée. Mais j'espère que vous avez apprécié ces thrillers que je vous ai présentés. Parlez-moi de ces thrillers si vous en connaissez, si vous n'en connaissez pas, qu'est-ce qui vous donne envie ou pas. Ne spoilez surtout pas. Voilà, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ainsi que point lecture, avis lecture, cours de russe vont reprendre, et mes lectures quotidiennes de actuellement c'est quoi? Je sais plus. Ah, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et Guerre épée de Léon Tolstoï, que je suis en train de lire et vous mettre en ligne. Enfin, c'est déjà en ligne, mais il faut que je les mette vraiment en ligne. Parce que c'est en attente tout simplement, parce que j'aimerais terminer ces livres-là pour que tout soit en ligne. Mais bon, je vais voir comment je vais faire. Et j'ai des petits soucis avec mon micro actuellement, donc on verra. Bon, en tout cas, les livres d'occasion via Internet, c'est terminé pour moi. Ça sera plutôt sur place. Ou si c'est sur Internet, bah, c'est que du neuf. Voilà. Sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Merci pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!